Donc, ça veut dire que je vais faire à peu près la même présentation qu'hier, si ce n'est que ça concernera que les masters RH et pas CAC. Il y a quelques éléments dans les diapos qui concernent les CAC, mais bon, ça ne vous concerne pas. Et ça concerne tant ceux qui candidatent en M1 que ceux qui candidatent en M2. Voilà. Et malheureusement, les questions qui ont été posées hier, si l'enregistrement n'a pas été conservé, il n'y aura pas les réponses. J'espère que vous poserez des questions qui sont à peu près complémentaires ou les mêmes. Il n'y aura aucun souci, on y répondra. Je me présente rapidement. Moi, je suis Eric Campois, je suis le responsable du Master 2. Et vous avez, je ne sais pas, on vous voit à l'écran? Oui. Ouais, parce que moi, là, je ne vous vois pas, mais voilà, ouais, allez-y. Voilà. C'est bon. Bonjour. C'est bon. Ok, normalement c'est bon. On est bon. Okay. Bonjour, nous on est deux étudiantes en M2 RH et donc n'hésitez pas tout au long de la présentation si vous avez des questions. Oui, on est donc dans le master. On a fait le master 1 aussi, donc nous on n'est pas externe du M1. On a fait le parcours initial. Moi, c'est Léa Grenard et Clara Ego. Et donc, on a fait parcours initial. Ça veut dire qu'on a fait le M1 en cours avec un stage alterné au deuxième semestre. On a fait une année de césure. On pourra vous en parler plus amplement. Moi, je suis partie à l'étranger. Clara a fait un projet personnel et était partie à l'étranger aussi. Donc, voilà, c'était très sympa. Et là, on est en Master 2 avec tout le monde en alternance. Donc, voilà. Alors, et elles ont une particularité différente chacune, c'est que Léa était de Dauphine quand elle est rentrée en M1, alors que Clara venait de l'extérieur. Voilà. Bon, alors, rapidement, je vous présente le master. Je vous laisse lire. Je ne vais pas répéter ce qui est écrit. Vous pouvez le lire. L'idée, c'est de vous faire comprendre que le master RH n'est pas un master de, comment dire, purement RH et de spécialisation uniquement RH. L'objectif, c'est de former des gens qui vont pouvoir évoluer, qui ne vont pas être des spécialistes purs du recrutement, des techniciens du recrutement ou autre. Autrement dit, pour évoluer, il faut comprendre aussi tous les enjeux organisationnels pour pouvoir se mouvoir un petit peu dans l'organisation, pour pouvoir aussi discuter avec les autres membres de l'organisation. C'est pour ça que vous aurez aussi un cours en finance si vous n'en avez jamais eu. Alors, en M1, il y a un cours. Et si vous n'en avez jamais eu et que vous rentrez en M2 directement, à ce moment-là, vous suivrez le cours de finance de M1 parce que voilà, on ne peut pas sortir de Dauphine sans quand même connaître un minimum de choses en finance. Vous ne serez pas des financiers, mais au moins, vous ne paraîtrez pas totalement ignare face à un directeur financier. Il aura l'impression que, même si les RH c'est un peu mou comme discipline, voilà, vous êtes sérieux. Et puis, ça permettra aussi pour vous de comprendre les enjeux, par exemple, du directeur financier et de s'adresser au directeur financier dans ces termes pour lui vendre vos projets. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, tout bêtement, vous savez le faire avec vos parents. Vous savez que quand vous voulez vendre une idée de sortie ou autre, vous n'allez pas forcément défendre ce qui vous intéresse dans cette sortie, mais plutôt en fonction des arguments que vous savez qui vont faire mouche auprès de vos parents. Donc voilà, vous parlez dans le langage de vos parents à ce moment-là. Euh, si, Léa, je suis sûr que tu l'as déjà fait. Donc, bien entendu, voilà, ça représente tout ce qu'il y a en bas et c'est normal. Pour ce qui est des poursuites d'études, alors on va faire ça rapidement parce que, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Moi, je suis en train d'aller trop vite. Alors là, c'est si on rentre en M1, sinon il y a le M2, donc on va en M1. Si vous rentrez en M1, bien entendu, le M1 est commun, CAC et RH. Ce qu'on vous demande, c'est lors de la candidature, de directement dire, voilà, quel M2 je veux faire, et vous candidatez directement pour le parcours. Alors, ce soir, MSRH ou le parcours CAC. Ça veut dire aussi que si vous êtes admis en M1, en ayant candidaté pour le parcours MSRH, vous serez automatiquement admis en M2, en MSRH. En revanche, si vous souhaitez changer de parcours,
Là, ce n'est pas automatique du tout. Enfin, on vous expliquera. Ça peut se faire sous certaines conditions, mais en gros, il faut recommencer quand même la candidature. Euh, Si vous candidatez en M2, bah, directement, c'est sur le M2. Sachant que le dossier de M1 et le dossier de M2 sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est le même travail écrit qui est demandé. Il y a juste une ligne de plus pour M2, puisque théoriquement, vous avez une année d'études en plus. Donc, pour indiquer quelle année d'études vous avez faite, quelle note vous avez eue, enfin voilà. Mais sinon, c'est exactement le même dossier. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes rentré en M1, vous êtes admis en M2, puisque vous auriez passé les mêmes choses. Donc voilà, ce qui est important, c'est de noter alors là, c'est en M2. En M1, il y a, je ne sais plus, cette année, ils sont 45, 46, et les RH doivent être 25, 26 en gros. Il y a 25, 26 places en M1. Et en M2, il y a en gros 35 places, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Je crois que cette année, vous êtes quoi, 34, 33? Voilà. Et oui, bon, voilà. Ça veut dire aussi donc en M2, il y a des places ouvertes, mais elles ne sont pas majoritaires. Parce que si vous avez 25 M1, alors il y en a qui feront une année de césure, mais il y a les césures de l'année d'avant qui remontent aussi. Donc l'un dans l'autre, en gros, il faut compter qu'il y a 25 M1 qui montent. Ça veut dire qu'il reste en gros une dizaine de places. Ça veut dire aussi que dans ce cas, pour certains, le conseil que je donne parfois, c'est n'hésitez pas à candidater en M2 et en M1. D'abord parce que il y a peu de place, et puis parce que vous regarderez, enfin, je vais vous montrer un petit peu hop, non, là, je ne suis pas placé comme il faut, bien sûr. Alors, hop. C'est ici. Voilà. Là, vous avez globalement les cours qui ont été regroupés par grandes thématiques. Selon ce que vous avez fait auparavant, si vous étiez en gestion, en management, oui, c'est normal que vous candidatiez en M2. Modulo, on y reviendra peut-être, les bachelors, voilà, là, c'est plutôt candidature en M1. Vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez. Et puis pour ceux qui viennent d'autres disciplines que la gestion, c'est vrai que vous devez vraiment vous poser la question de potentiellement recommencer en M1. Voilà, puisque les cours sont quand même assez particuliers, c'est un vrai silo, voilà. Et puis bon, ensuite en M2, on se spécialise beaucoup plus sur la RH en tant que telle, même si ça reste avec une perspective un peu plus large, un peu plus transverse. Voilà, et puis après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à vos futurs camarades de master, de diplôme, parce que vous ne serez plus là l'an prochain. Voilà, vous ne serez plus là. Les spécificités du master, on recommence. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'un master RH, c'est un master qui est quand même assez transversal, bien sûr, centré sur la RH, mais pas que. Mais pas que. Euh, Nous, ce qu'on veut former, c'est, quand je vois les salaires à la sortie, on ne vous forme pas forcément uniquement pour votre premier job. L'objectif, c'est de vous former pour la suite, pour que vous puissiez évoluer. En gros, on ne va pas vous rémunérer pas loin de 40 000 euros par an, brut, juste pour que vous soyez un spécialiste. Ça, c'est une licence pro, c'est très bien. Mais à ce tarif-là, l'objectif, c'est que vous ayez du potentiel d'évolution. Et pour évoluer, ce n'est pas uniquement sur l'expertise purement RH que vous évoluerez. Voilà. D'où le positionnement assez particulier, management et sciences sociales. Alors, sciences sociales, on le retrouve beaucoup plus en M1, puisque ce sont les bases. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit des gens qui viennent de l'extérieur, on leur dit ça peut valoir le coup de repasser par le M1, parce que le M1 n'est pas un M1 RH classique qu'on peut avoir dans d'autres universités. Voilà. Et puis ensuite, bon, oui, les missions en stage ou en apprentissage, oui, c'est vrai qu'elles sont. Enfin, on est assez exigeant globalement. Enfin, je suis embêtant avec les étudiants globalement. Je les embête un petit peu, mais ils vous en parleront. Mais j'espère qu'ils reconnaîtront qu'ils ont changé d'avis sur moi dans le temps.
Mais il faudrait que je quitte la salle à ce moment-là. J'aimerais qu'il parle, mais j'espère que je ne. Mais c'est vrai que voilà, on est exigeant, mais parce que on voit aussi les missions que proposent les entreprises, on voit les salaires à laquelle ils vous embauchent aussi à la sortie, et ça fait partie aussi de la réputation, c'est-à-dire la qualité. Ce sont les étudiants, hein. Donc voilà, on vous incite à changer de mission le plus souvent possible, pas refaire des choses que vous avez déjà faites. Parfois, on demande aux entreprises de revoir certaines fiches de poste. Donc voilà, c'est possible. Pareil pour les stages. Et l'insertion professionnelle, jusqu'à présent, ben, elle est très bonne. C'est-à-dire que sur la promo qui est sortie, j'ai jamais signé, et je l'avais dit déjà l'an dernier, que j'ai signé encore plus de ruptures de contrat par anticipation. Puisque les étudiants avaient trouvé un contrat CDD ou CDI. Voilà. Après, j'ai bien conscience que la situation économique du pays n'est pas brillante et que donc il peut y avoir un ralentissement économique et que dans ce cas, la fonction RH peut être touchée. Mais jusqu'à présent, en tout cas, la promo sortante m'a pas vraiment alerté là-dessus. Il y a ils ont remarqué qu'il y avait des offres en moins, mais eux n'ont pas trop de mal à se placer du tout. Voilà. Alors, les fonctions occupées, on va passer très vite parce que globalement, ça c'est plus pour lorsqu'on présente en plus CAC pour montrer la différence. Mais bon, les fonctions RH, vous connaissez, c'est pas très compliqué, c'est assez varié. Mais alors, bien entendu, des RH, on le met, mais n'imaginez pas que vous allez être DRH tout de suite. Je ne vous le souhaite pas forcément parce que ce sont des sacrées responsabilités. Mais pourquoi pas? Et puis, ça peut être un objectif ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir pour objectif de devenir DRH. Voilà, c'est pas. Ça, c'est chacun au gré de ses envies, de son parcours, de ses opportunités. Voilà. Maintenant, on attaque la partie peut-être plus concrète pour vous, enfin, en tout cas qui concerne ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est-à-dire potentiellement candidater. Donc, ça tombe bien, là, c'est commun M1, M2. Si vous voulez candidater à un M1, il faut l'équivalent d'une licence 3, c'est-à-dire 180 crédits ECTS. En gestion ou pas, ça peut être en sciences sociales, ça peut être aussi en sciences dures. C'est rare, mais pourquoi pas. Euh, D'origine universitaire, d'origine grand établissement, grande école, sans problème. On reparlera peut-être des parcours hors parcours grande école, dans type bachelor. L'admissibilité, donc, elle se fait sur dossier. Donc, le dossier, c'est un dossier très simple. Il y a qu'un document qui est un peu compliqué, c'est le mini-mémoire, mais tout le reste, c'est simple. Ce sont vos expériences passées, votre parcours scolaire, vos relevés de notes, quelques questions où vous expliquez rapidement ce qui vous attire, pourquoi les RH, tout ça. Puis vous avez, s'il y a une deuxième chose importante, ça va être la lettre de motivation, mais ça, je me dis que ça, théoriquement, ça doit être moins compliqué pour vous que le mini-mémoire, puisque c'est votre motivation. Dans la lettre de motivation, expliquez bien votre projet. Et le projet, c'est pas que vous êtes intéressé par les individus, que vous aimez les individus. C'est sûrement pas ça pour faire de la RH. Enfin, il faut ça, mais il faut pas que ça. Il faut pas que ça. Donc voilà. Si vous candidatez en M1, on vous demande moins de maturité qu'en M2, ça c'est clair. Et c'est parfois d'ailleurs des choses qui peuvent nous faire dire à quelqu'un qui candidate en M2, non. M1, pourquoi pas, mais pas M2. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pour l'admissibilité. Je peux vous dire, alors, pour le M1, je sais que l'an dernier, j'ai dû voir en entretien un peu plus de 100 personnes. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir, je pense, il doit y avoir 500 dossiers au départ. Ça fait 1 sur 5 qui est admissible. Et grosso modo, 1 sur 4 de ce 1 sur 5 qui est admis. En M2, il y a moins de place. Ça tombe bien, il y a moins de candidatures aussi, puisque le silotage M1, M2 est de plus en plus fréquent. Mais quand même, donc il y a une dizaine de places et je dois avoir une cinquantaine de personnes à l'oral.
Voilà. Sachant qu'en M1, on a dû avoir 3 désistements. En M2, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas eu de désistement. Ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Donc voilà, et l'entretien se fait, est très rapide, enfin, il n'est pas très long, et il se fait principalement sur votre projet. C'est vraiment, faut que vous. Alors, après, ça dépend de votre parcours. Il y a des moments, le projet, on le voit clairement. Il y a d'autres moments, on le voit moins. C'est pas gênant si on vous a invité à l'entretien, c'est qu'on se dit que voilà, ça doit pouvoir passer. Donc, c'est à vous après d'expliquer. Vous êtes en réorientation disciplinaire, vous êtes en réorientation professionnelle, vous êtes, je sais pas moi, enfin, bien sûr, si vous étiez en gestion, bah, vous expliquez juste pourquoi vous voulez faire de la RH, on comprend que vous étiez en gestion. Mais sinon, voilà, vous expliquez tout ça. Vous avez eu un parcours un peu cabossé avant, c'est pas grave. Sinon, vous n'aurez pas invité à l'entretien. En revanche, expliquez-le. Alors, expliquez-le déjà dans votre lettre de motivation, c'est aussi bien. Faites en sorte, n'essayez pas de cacher les choses, parce qu'un dossier pour lequel on a du mal à comprendre les choses, en général, il passe à la trappe. Et s'il ne passe pas à la trappe, que vous arrivez en entretien et qu'on s'en rende compte au moment de l'entretien, ben, en général, le jury est un peu agacé et vous perdez des chances bêtement. Voilà. Encore une fois, on accepte qu'il y ait un redoublement, qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait une maladie, n'importe quoi, vous expliquez. C'est pas sur ça qu'on vous jugera. Maintenant, oui, il y a une question M1, c'est la réorientation disciplinaire. Je vais être un peu plus large. Euh, oui, je vous ai dit réorientation disciplinaire, que vous veniez par exemple de droit, de psycho, ou autre, que vous ayez un M1 ou un M2. C'est vrai on peut être amené à vous envoyer directement plutôt en M1 et pas vous prendre directement en M2. Il y a des cas qu'on prend quand même, ça dépend de vos expériences professionnelles avant, ça dépend de quelques éléments, mais moi je vous conseillerais de faire les 2 candidatures. Il y a des questions dans le chat. Oui, oui, vas-y. Enfin, je sais pas si. Vas-y, Lila. Bah, en fait, c'est pas, le M2 n'est pas admissible à des profils ayant une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Ah bon? Non, c'est une question. Ah, c'est une question. Ah, c'est une question. D'accord, non, j'ai cru que c'était une affirmation. Y a-t-il une limite d'âge? L'âge de la retraite? Il n'y a pas de limite d'âge. Non, il n'y a pas de limite d'âge. Non, on a déjà eu des personnes qui avaient, je pense que, enfin, depuis que je m'occupe du M2, l'étudiante la plus âgée, et je pense qu'elle a fait M1 et M2 déjà à l'époque, avait une 50aine d'années. Ah ouais. Ouais. C'était un pari parce que, bien entendu, elle allait se retrouver entourée de jeunes avec des manières. Mais bon, ça a très bien pris. Elle savait à quoi s'attendre. Enfin, elle savait qu'il fallait qu'elle se prépare à ça. Mais voilà. Non, non, c'est tout à fait, c'est possible. C'est pas le plus fréquent, mais c'est possible. Là encore, il faut qu'on comprenne le projet. Donc, je vous disais réorientation disciplinaire ou autre, pas de problème. Bien entendu, si vous avez déjà un M2 et que c'est en M1, bien entendu, ça serait en M1 en apprentissage directement. Et donc, vous passeriez, en 2 ans, vous feriez le M1 et le M2. Si vous rentrez en initial, en 9 cas sur 10, ça sera avec une année de césure. Donc voilà, c'est peut-être. Voilà ce que j'ai à dire sur cette partie-là. Après, on pourra revenir. Ah si, les bachelors. Donc les bachelors, la politique de Dauphine, de plus en plus, c'est de coller à celle des écoles d'ailleurs de commerce. C'est-à-dire que nous, on n'est pas responsable de comment les choses ont été présentées, vous ont été présentées à l'époque, mais en général, on va considérer les bachelors comme des bac+3. Et l'expérience nous montre que globalement, oui, ça correspond à ça. Enfin, bon, voilà. Enfin, je vois que Léa opine un petit peu, mais À Dauphine en général. ouais, voilà. Après, bien entendu, sur certaines choses, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup d'expérience à l'étranger, vous avez plein de qualités, mais globalement, on va considérer ça plutôt comme une L3. Voilà. Je finis sur le calendrier, et puis ensuite on passera aux questions complètement. Mais le calendrier, donc là, bon, on a commencé ça, cette partie-là du calendrier, le début, vous l'avez.
on a essayé de personnaliser un petit peu les dates de rendu aussi. Alors pour le M2, c'est proche de ce qui est officiel. Pour le M1, c'est un petit peu avancé. Il y a une erreur? Je vois les étudiantes qui réagissent. Il y a quelque chose qui vous surprend? Non, donc vous voyez, les réponses aux admissions seront données le 31 mars pour le M2, le 17 avril. On est obligé d'attendre le 17 avril pour le M1. Et il y aura un forum alternance qui concernera le M1 et le M2, uniquement RH, le 6 mai. Et c'est à partir de là que vous commencerez à faire votre recherche d'apprentissage. On ne vous demande pas de candidater avec un apprentissage, même si vous arrivez avec, pas la peine. Ça va nous agacer, ou sinon on risque de vous poser des questions qui risquent d'être désagréables, enfin, ou en tout cas, voilà. Non, n'ayez crainte, vous n'aurez aucune difficulté à trouver une mission. Aucune. Et le conseil que je donne aux étudiants, c'est prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Des belles missions, il y en a tout le temps. Et honnêtement, les étudiants du M2, je crois que cette année, le dernier à avoir trouvé, c'est toujours pareil, c'est début juillet, tout début juillet. En M1, c'est un peu plus tard, mais en M2, c'est vers le 4-5 juillet, globalement. Et je trouve ça presque trop tôt pour le dernier. Enfin, c'est-à-dire que ça va très, très vite. On commence en mai, début mai, en 2 mois, c'est bouclé. Bon, voilà. Donc, non, faites attention, parce qu'une fois qu'on a dit oui, on a dit oui. Et si vous voyez une autre offre passer qui vous intéresse, c'est trop tard. Là, je refuserai. Donc, voilà. Et puis, vous ne signez rien de toute façon tant qu'on n'a pas validé, tant que je n'ai pas validé l'émission, vous ne signez rien. Donc voilà, faites attention, mais ne vous inquiétez pas, il y aura le mini-forum RH, il y aura le forum de Dauphine qui vient une dizaine de jours après, qui permettront chaque fois de rencontrer plein d'entreprises. Pour le mini-forum RH, on transmet vos CV en plus aux entreprises, donc elles vous contactent également, enfin bon, il n'y a aucun souci. Puis ensuite, il y a plein d'offres qui nous arrivent par les anciens, par des entreprises qui aiment bien avoir nos étudiants, donc vous n'aurez aucun souci. Et la rentrée, c'est fin août. J'ai tenu à le mettre cette année parce que vous êtes attendu fin août. 25 août pour les M1, 28 août pour les M2. Si vous êtes en stage ou en apprentissage, il faut le terminer avant pour rompre. C'est un motif de rupture pour un apprentissage puisque vous commencez une nouvelle formation. Et puis voilà. Oui. Il y a plusieurs questions. Celle-là, on va y répondre pour la. Alors, il y a bonjour, est-il possible d'intégrer directement le M2 à la suite d'un master SP RH certifié RNCP et non un master? Alors, oui. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous avez entendu Léa qui lisait la question? Non. Non, mais parce que je la redis, sinon. La question, c'était est-ce qu'on peut intégrer directement le M2 après avoir fait un master RH RNCP, certifié RNCP? Je ne sais pas. Moi, je vous dirais, regardez les cours qu'il y a en M1 et franchement, si vous ne les avez pas vus, dites-vous qu'on risque de vous dire ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup. Honnêtement, je ne sais pas. Là, je pense à des masters type IGS peut-être qui sont. Enfin, je vois souvent titre RNCP sur des candidats. Oui? Je me permets de prendre la parole peut-être pour Oui, du coup c'est allez-y. moi qui ai posé la question, donc Oui. c'est plus simple. Exactement, c'est ça en fait. Moi pour le coup j'ai fait le master 1 du coup de l'IGS. Donc je pense que vous faites référence à cette formation et je voulais savoir si c'était possible du coup d'intégrer le master 2 directement ou si vous conseillez plutôt de refaire le M1. Oui, excusez-moi, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je pense que j'ai peut-être compris la bêtise que j'ai faite. Et vous voyez un petit truc au-dessus, à côté de la tête de la personne qui vient de parler, enfin, sauf si. Je crois que hier, j'ai cliqué sur la croix pour supprimer ce truc-là. Et c'est peut-être ça qui a arrêté l'enregistrement et qui a fait que l'enregistrement n'a pas eu lieu. Bon, alors, je réponds à la question. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que je pense que le calendrier, vous l'avez vu, globalement. C'est perturbant, c'est vache qui rit, oui, je sais. Chacun se voit et se revoit. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, des formations type IGS, qui sont des bonnes formations, mais très, très spécialisées, enfin souvent très techniques, j'aurais tendance à dire M1. Pensez au M1. Ça vaut le coup. Je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. L'autre. D'accord. Ah.
Il y avait une question, j'ai vu passer un truc là, une notification, comme quoi c'était sur les cours, mais bon, Non, ça, on peut en ouais, parler. c'est vous qui pourrez répondre. Bonjour, je suis en M1 RH dans une école de commerce. Peut-on toujours candidater pour un M2 en apprentissage en ayant déjà un contrat? Oui, alors, comme vous changez de formation, ça sera un motif de rupture du contrat. Votre contrat sera rompu. De toute façon, il faut en faire à nouveau. Le contrat que vous avez signé était avec une formation, donc il y aura une rupture. Redites la question que je pense du coup. Ah, les gens n'ont pas, oui. Donc la personne qui a posé la question était en M1 en apprentissage ailleurs et demande si elle peut intégrer le M2 de Dauphine. Alors oui, il n'y a pas de souci, c'est possible. C'est juste que le contrat sera sûrement rompu. Et on discutera. Moi, de toute façon, les étudiants, je leur demande, quand ils viennent du M1 en apprentissage, que les missions évoluent très fortement entre le M1 et le M2, ce qui peut parfois conduire d'ailleurs à une rupture entre les 2 années. Et donc là aussi, ça serait pareil. Si vous venez en me disant, moi, je suis en entreprise déjà et je souhaiterais continuer dans cette entreprise pour faire quelque chose qui est plus ou moins la même chose, là, on refusera. On peut vous accepter, mais on refusera de valider ce contrat-là. Voilà. Mais dans ce cas, vous chercherez autre chose, hein. Et puis, si vous ne souhaitez pas, vous candidatez dans un autre master, dans ce cas, qui peut-être acceptera. Mais moi, je pense que ce n'est pas à votre avantage d'accepter ça. Votre intérêt, c'est qu'on vous pousse à ce que vous ayez le plus d'expériences différentes possibles dans des contextes les plus différents possibles. Voilà. Et ensuite, si vous restez 20 ans dans la même entreprise, ça ne me dérange pas. Mais là, profitez-en pour bouger. On va peut-être répondre à... Allez, vas-y. Alors, oui, il faut que je coupe moi de mon côté pour éviter. Il faut mettre le micro, on n'entend pas. On va reprendre juste s'il y avait des questions auxquelles on peut répondre du coup dans le chat. Et après, n'hésitez pas à les poser directement aussi. Déjà, bien préciser, donc dans le master, donc il y a un parcours en initial, un parcours en apprentissage. On va en profiter pour poser les questions sur les cours aussi. Donc, soit vous êtes 2 ans en apprentissage dans la même entreprise, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Nous, on a fait l'initial. Donc là, c'est ce que disait M. Campois en M1 ou en M2. Soit donc en M1, dans le parcours initial, tout le premier semestre est en cours. On est en cours tout le temps, enfin, si les alternances ils commencent en décembre, mais on va dire qu'on est en cours tout le temps le premier semestre de M1, quel que soit votre parcours. Et le deuxième semestre de M2, c'est là où pour les alternants, le rythme d'alternance commence, ceux qui ont un contrat d'alternance. Et les initiaux, nous, il faut qu'on trouve un stage alterné. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais bon, on va dire que tout le monde le fait parce que le rythme des cours, dans tous les cas, ce sera 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'université. À part si vous voulez rien faire pendant 3 semaines, bon, tout le monde trouve un stage. Là, vous dites un stage alterné, bon, ça panique tout le monde en septembre, mais au final, tout le monde finit par trouver. Ça commence à se démocratiser, on va dire. Par exemple, Clara, elle a refilé ton stage à quelqu'un, en fait. Tout à fait. Tu as refilé ton stage à quelqu'un. Donc, en fait, ça se trouve assez facilement... Oui, c'est de plus en plus connu. Donc, il n'y a personne qui n'a pas trouvé de stage alterné là, les 3 dernières années. Enfin, même depuis le début, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, nous, donc en année de césure, j'ai fait un stage en mobilité internationale et un stage au Canada. Donc, j'ai fait des expériences à l'international. Et toi, Clara, tu as fait... Donc, Attends, j'ai une petite question. Je sais pas si on répond. Non, mais attends, on va peut-être finir. Et donc, toi, tu as fait un... moi, du coup, dans l'année de césure, oui. Mon année de césure, j'ai fait 6 mois en Suisse dans un stage de RH. Et après, j'ai fait un projet un peu plus atypique. J'ai fait un stage plus de terrain dans l'armée, quelque chose d'opérationnel, un peu comme un service militaire. Mais voilà, mais ça, c'est plus pour montrer que dans l'année de césure, il y a aussi, on n'est pas obligé de faire que des expériences RH. Il faut qu'il y ait un lien quand même. Donc, par contre, c'était justifié et voilà, j'avais justifié la chose. Mais voilà, ça permet aussi de, on va dire, diversifier les expériences avant d'arriver en M2. Et donc, ce qui est très agréable, c'est qu'on a notre place garantie en M2. Et donc là, vu qu'on est dans la présentation du M2, il y a un tiers de personnes qui ont fait l'M en alternance et qui continuent le M2, qui ont leur contrat de 2 ans. Il y a un tiers des personnes comme nous
qui ont fait césure et qui arrivent en M2 parce qu'on a notre place garantie, ce qui est sympathique. Et il y a un tiers des personnes qui viennent de l'extérieur, pour vous expliquer un petit peu. D'où le fait que peut-être M. Campois va vous dire, on vous prend, mais plus en M1, parce qu'il y a un petit peu plus de place. Il faut savoir que donc, le master, pour vous parler un petit peu, moi, donc, je suis un bébé Dauphine, je suis à Dauphine depuis la L1. C'est un master très ouvert sur l'extérieur quand même. On a des profils très variés dans le master, parce que vous avez d'autres masters à Dauphine. En venant de l'extérieur, c'est plus fermé, honnêtement. Le master RH, pas du tout. On sent quand même qu'il y a une diversité de profils. Moi, j'ai fait Dauphine, d'autres ont fait éco-gestion, psycho, droit, histoire Sciences Po, philo, IEP, quelques écoles de commerce. Donc, il faut savoir que c'est très ouvert sur l'extérieur et c'est très diversifié. Donc, il faut vraiment, nous, le conseil que je vous donnerais, de montrer votre intérêt pour les RH en général. Et ensuite, donc, le M2 en alternance, tout le monde a le même contrat, il n'y a pas de différence. Et le rythme majeur, alors le premier semestre, il est un petit peu, il y a plus de cours, le premier semestre, pardon. Sinon, le rythme majeur, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours, voilà, jusqu'en juillet, quelque chose comme ça. Et pour l'insertion, oui, c'est pas du tout difficile de trouver une alternance. Et oui, et les cours aussi. Alors, dans le master en général, il y a des cours plus théoriques, plus académiques, type cours de fac, quoi. Voilà. Et il y a des cours qui sont faits par les professionnels. Et en M2, ce qui est sympa, c'est qu'on a plein d'options qu'on peut choisir. Donc, on peut faire un truc un peu à la carte, on va dire. Ça, c'est très sympa. Et il n'y a pas de difficulté, nous, on perçoit au niveau des notes, dans le sens partiel, examen. Ce n'est pas ça qui importe. Enfin, franchement, vous en fichez un petit peu de notes d'examen. Par contre, le mémoire académique en M1 et en M2, ça, c'est quelque chose, c'est plus important, on va dire, que les partiels en tant que tels, parce qu'il y a des matières où vous aurez juste des oraux, des choses comme ça. Par contre, le mémoire, donc c'est un mémoire académique. Vous choisissez un sujet, on vous expliquera la méthodologie, mais vous devez faire une grande revue de littérature, donc lire, etc. Faire des enquêtes avec un entretien avec des entretiens ou des enquêtes quantitatives, oui, et une restitution, une sous-tence. Donc ça, c'est vraiment le gros travail que vous aurez en M2 en termes, on va dire, scolaires. Ce ne sera pas forcément sur les examens ou voilà, ce sera ce travail-là. Ça, il faut quand même être au courant qu'il y en a un parce que… Et c'est beaucoup de travaux de groupe, effectivement. Non, vous embêtez pas. C'est moi qui viens. Ah, ouais, voilà. Juste. Ah. Je me rapproche. Sinon, voilà. On est dans une salle de, on est dans une salle de l'ABU. On n'est pas très éclairé. Oui, mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais rajouter. Moi, les remontées que me font les étudiants, oui, je vous promets que ce n'est pas les notes qui vont vous planter. Ce qui peut être difficile, peut-être, c'est le rythme. En M1, notamment, c'est assez soutenu, surtout le premier semestre. En revanche, il n'y a jamais eu, c'est pas grave si je reste flou, les gens m'ont déjà assez vu comme ça. En revanche, en M2, c'est, me semble-t-il, peut-être… Bon, peut-être parce que vous avez pris l'habitude, mais ça me semble plus soutenable. Alors, après, il y a l'alternance entreprise-université qui est compliquée, qui alourdit les choses, mais c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais repartir dans mon ordinateur parce que j'ai l'impression que je perturbe complètement Léa et Clara. Oui. C'est bon. Voilà, je reviens. Il y avait aussi une petite question s'il y avait des cours en anglais. Ah oui, ça je réponds. Alors, je vais répondre. Et ben alors, je réponds pour l'anglais. Alors, parce qu'il y a 2 questions dans la même question. Est-ce qu'il y a des cours en anglais? Non. On en a eu à un moment, mais franchement, ça ne donne rien quand vous n'avez que des étudiants français ou francophones. Franchement, parler anglais, qu'un Français parle en anglais à des Français, c'est pas ça qui compte. L'expérience montre que dans la plupart des masters à Dauphine où ça se passe comme ça, très souvent, on revient au français au bout d'un moment parce que c'est plus simple. En anglais, mais… Oui, mais encore, on en reparlera. Parce que on en apprend tous les jours. Donc nous, on a arrêté ça de faire. Et puis parce que voilà, vous avez un cours sur la formation.
le droit individuel à la formation, on va pas, ou le CIF, on va pas vous le traduire en anglais, c'est idiot, ça n'existe pas, c'est un truc français, bon, voilà. Donc, si vous voulez, on peut vous faire le cours de finance en anglais, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas sûr que ça vous arrange. En revanche, les missions en anglais, moi, l'expérience montre qu'il doit y avoir facilement entre un bon tiers de la promo, au moins, qui a des missions qui sont quasiment exclusivement en anglais. Il y a des maîtres d'apprentissage qui ne parlent pas français. D'accord? Donc, quand on fait visite, on les fait en anglais avec eux, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. L'anglais n'est pas un motif de non-admission dans le master. On a décidé, on vous incite à faire attention à l'anglais, ça oui. Quitte à faire, durant l'année de césure, un séjour à l'étranger, pas forcément en bossant en RH, mais peut-être ou ailleurs, parce que c'est parfois plus facile, et de vous immerger complètement et de vous forcer à parler anglais. Ça, oui, parce que les entreprises le demandent, mais on n'en a pas fait un critère de sélection parce qu'on sait aussi qu'il y a tout un ensemble d'étudiants qui ne peuvent pas se permettre, durant leurs études, de partir à l'étranger ou autre, et que ça serait pour nous une forme de discrimination sur des critères qui ne nous paraissent pas forcément pertinents. Voilà. Alors, même si l'anglais est important. Voilà. D'ailleurs, je rajoute que non seulement les missions peuvent être anglophones, mais vous pourriez même avoir votre apprentissage à l'étranger. C'est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit une structure française qui signe le contrat et qui vous envoie dans une structure à l'étranger. Et la deuxième contrainte qu'on aura, c'est que globalement, c'est mieux que ça soit en Europe, pas très loin, parce que bien entendu, si vous allez en Australie, l'alternance avec le décalage horaire va faire mal, puis c'est pas bien. Là, il faut que je me mette à la page, c'est pas du tout bien en termes de pollution. Voilà. Non, ça, c'est au sujet du voyage d'études qu'on fait à Montréal et qui est depuis quelques années discuté pour savoir si on continue à le faire ou pas, compte tenu de l'empreinte carbone. Voilà. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez en poser? Vous pouvez aussi prendre la parole et n'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Ouais. Donc, bonjour, moi c'est Clara Nicolas. Du coup, j'avais une petite question à poser à Clara et Léa du coup, sur l'enseignement. Au niveau des intervenants, est-ce que c'est des intervenants qui viennent directement du milieu des ressources humaines ou pas? Faut couper. Pardon. Je croyais avoir Du coupé. coup, oui, c'est des personnes qui viennent directement Oui. du monde des ressources humaines. On peut donner des exemples. Là, cette année, par exemple, on avait une DRH de Veralia, donc qui travaillait avant chez Schneider Electric. Il y a qui d'autre? Il y avait aussi Gilles Verrier qui lui était aujourd'hui consultant, mais c'était l'ancien Il dirige un DR. cabinet de conseil. Ouais, il dirige un cabinet de conseil. Il y a aussi des consultants qui viennent nous donner le cours. On en a eu 2 là cette année. Oui, il y a eu. Et en M1, c'était il y a 2 ans. Mais voilà, mais il y a beaucoup de personnes. Enfin, la plupart en fait des intervenants extérieurs sont des professionnels RH, qui soient consultants. Soit RH. DRH ou alors aussi RH mais d'une partie spécifique, par exemple gestion des talents. Voilà. Donc et aussi, très ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, je vous invite à suivre. Moi, je fais partie de l'association du master, une association qui s'appelle Dauphine Ressources Humaines. Je vais mettre dans la barre. Vous pouvez nous chercher sur LinkedIn. Et toute l'année aussi, on organise des conférences thématiques sur des thèmes qui nous plaisent, où là, c'est des professionnels qui viennent nous parler. Il faut savoir que les professionnels sont vraiment ravis de venir nous parler. C'est très facile de les faire venir nous parler. Donc là, par exemple, on a une conférence sur la gestion des talents, on va en avoir une sur l'international, une avec la présidente de la NDRH. Enfin voilà, on peut faire des choses comme ça. Et n'hésitez pas à suivre sur LinkedIn. On a fait un post aussi, si vous voulez des renseignements, avec un tableau Excel avec le nom de toutes les personnes qui veulent bien être contactées pour que vous leur posiez des questions, et ils ont également mis leur parcours et leurs expériences professionnelles. N'hésitez pas à y faire un tour aussi.
Voilà, ça vous montre aussi un petit peu ce qu'on fait et les intervenants qu'on peut avoir. Moi, on peut répondre aussi à la question sur. Ah oui, le mini-mémoire, oui. Mini-mémoire. Donc, en fait. J'aurais un truc à dire. D'accord. Alors. Vous voulez dire. Et attends, il y a le rythme d'alternance aussi. Alors, c'est 3 semaines, une semaine. Donc, rythme d'alternance, on va dire la majorité, c'est 3 semaines, 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'école. Et c'est juste souvent le début d'année. Donc, par exemple, c'est souvent de fin août à fin octobre, où là, c'est que en entreprise. Quasiment. Oui. Quasiment. Donc ça pour le M. Que à l'université. Que à l'université, excusez-moi. Que à l'université. Et donc voilà. Et sinon, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est 3 semaines entreprise, 1 semaine à l'école. Donc c'est pas un rythme 2 jours, 3 jours dans la semaine. Voilà. Vos semaines, elles sont dédiées. Et donc pour le mini-mémoire, en fait, c'est une question liée aux ressources humaines. À l'actualité RH. À l'actualité RH. Ou de réflexion. Pas forcément de réflexion. Et après, bon, il y a plusieurs manières de l'aborder, mais là, du coup, je vais laisser Monsieur Campois répondre parce que c'est pas plus facile. Non, mais puisque c'est moi qui sélectionne, donc. Alors, que dire? Non, déjà, je voulais vous alerter. J'ai déjà regardé un petit peu dans les personnes qui ont commencé à remplir leur dossier. Certains ont bouclé le dossier, donc il y a déjà le mini-mémoire, parce qu'en général, c'est la dernière pièce que vous ajoutez. Il y en a 2 qui, aujourd'hui, s'ils ne modifient pas le document qu'ils ont mis, ne seront pas... Enfin, ça s'arrêtera tout de suite. Ce sont des mémoires ChatGPT, ça se voit, ça se sent. C'est pas du tout ça qui est attendu. À la limite, je préfère que ça soit un petit peu maladroit, mais que je suis pas là pour juger ce que vous pensez. Je suis là pour voir comment vous structurez votre raisonnement, comment vous construisez. Donc, vous avez une question, vous essayez d'y répondre, vous essayez de la problématiser parce que elle n'est pas forcément problématisée. Donc, vous la problématisez à votre manière. Et c'est là que je vois, quand vous avez fait vos recherches sur Internet, parce que j'ai 50 fois la même chose, quasiment avec les mêmes références, et je me dis non, c'est pas possible. Il y avait tellement d'autres manières d'aborder le sujet que voilà. Donc, essayez de bien construire la chose, oui. Utilisez ChatGPT, mais bon, il y a d'autres choses aussi pour éviter qu'il y ait des fautes, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est tout. Voilà. Et puis, c'est vous. Donc, vous avez le droit de vous exprimer, vous argumentez. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Moi, parfois, je rigole en disant, mais en même temps, la partie de sélection sur dossier est tellement pas agréable que ça fait du bien aussi. Et chaque fois, je me dis, ah tiens, si l'étudiant vient, il faudra que je reparle de son mémoire parce que je ne suis pas du tout d'accord ou autre. Et puis après, j'oublie. C'est pas grave. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un qui lève la main. Ah oui, il y a Manon. Oui. Oui, bonsoir. Alors, moi, du coup, j'avais une question. Vous avez évoqué, du coup, le voyage, justement, au Canada. Donc, c'est ce que j'ai vu. Donc, en fait, j'en ai plutôt 2 de questions. La première, c'est qu'est-ce qui est fait pendant cette semaine, justement, au Canada? Et la deuxième, c'est est-ce que les personnes qui sont en alternance, justement, peuvent ont accès à ce voyage? Alors, dans le master, pour nous, on ne fait jamais de différence quasiment entre apprentis et initiaux. C'est-à-dire, en M1, par exemple, les initiaux et les apprentis, on court ensemble. Il n'y a pas un groupe d'initiaux, un groupe d'apprentissage. Ce n'est pas du tout ça. Donc, le voyage aussi. Dans le contrat, dans le calendrier, il y a 1 semaine de voyage. C'est prévu, l'entreprise le sait. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que depuis des années, on va au Canada. Ce qu'on fait, on arrive le samedi, début d'après-midi, et lundi, mardi, je vous fais le planning type, après il peut y avoir des petites modifications, mais lundi, mardi, mercredi matin, globalement, ce sont des conférences par des collègues sur des thématiques en général, soit propres, enfin, qu'on a pu aborder ici, mais qui sont abordées d'un point de vue canadien, par exemple les relations sociales. C'est un système radicalement différent, donc là, ça vaut le coup. Il y a par exemple aussi quelque chose sur la médiation qui est beaucoup plus avancé que ce qui existe en France.
Donc là, ça vaut le coup. D'ailleurs, c'est en ayant cette présentation qu'on a eu l'idée de faire un séminaire sur la médiation dans le master. Mais c'est bien moins avancé ici, pour le coup. Et puis après, il y a en général, deux visites d'entreprise. Euh, et là, en général, parce que c'est compliqué les visites d'entreprise en RH, parce qu'il y a, enfin, sauf si on est sur une entreprise industrielle, voilà, quand on était allé visiter Bombardier, il y avait les lignes de montage des avions, ça peut être agréable à voir parce qu'on ne connaît pas, mais sinon, ce sont des bureaux, c'est pas le truc le plus intéressant. En revanche, on demande à la RH, par exemple, de décliner. C'est l'ADN du master aussi, stratégie RH. Donc, de partir d'une question de stratégie d'entreprise et de voir comment ça se décline, comment eux le déclinent en matière RH. Ça, Ok. c'est le truc à peu près type. Et puis, à partir du jeudi après-midi, on vous laisse libre jusqu'au dimanche. Donc, jeudi après-midi, vendredi, samedi et dimanche, vous rentrez à midi si possible, pour qu'on puisse prendre l'avion de retour. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on fait au Canada. Je ne sais pas si on continuera à le faire. Je ne peux pas vous promettre qu'il y aura forcément un voyage au Canada. De toute façon, c'est vous qui votez. Alors, et puis Dauphine pourrait un jour nous l'interdire. Pour l'instant, le voyage du Master RH est connu et on fait rigoler tout le monde parce qu'on le défend et donc il est accepté. Mais s'il y a une majorité d'étudiants, enfin pas une majorité, mais une forte minorité qui se déclarerait contre le Canada, on ne le ferait plus au Canada. Et dans ce cas, on le ferait en Europe. Voilà. D'accord. Ok. Et j'ai une autre question complètement à part concernant les entretiens du coup d'admissibilité, enfin l'oral. Ça sera en visio ou en présentiel? Alors, ces entretiens d'admission, Oui. pas d'admissibilité pour le coup, mais c'est pas Non, grave. non. C'est juste. Alors, c'est en présentiel. Le mode par défaut, c'est présentiel. Je pense qu'il y a une question qui vous est posée, ou n'hésitez pas à l'indiquer en tout cas. Mais si vous êtes à l'étranger, par exemple, pour les étudiants qui sont à l'étranger, on ne les fait pas revenir. Certains reviennent parce qu'ils sont en Allemagne, parce que donc ils préfèrent revenir. Mais clairement, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Asie ou autre, on ne va pas vous demander de revenir. Et là, bien entendu, indiquez directement dans le dossier si possible. Bah, vous avez vu les dates des entretiens, donc vous voyez à peu près quand c'est. Vous nous indiquez directement le décalage horaire, le nombre d'heures par rapport à Paris. Ok. D'accord. Et vous indiquez bien, voilà, quand il est telle heure à Paris, il est telle heure chez moi. Vous voyez, ça nous évite de chercher, de faire une erreur. En général, on se débrouille, mais enfin, voilà. Et on essaie après. En gros, les entretiens de sélection M1, M2 ont lieu du lundi, en général, du lundi au jeudi. On fait tous les entretiens. Et le vendredi, ce sont les Teams. Voilà. D'accord. Si vous êtes en stage, franchement, venez. Ok. Non, très bien. Non, mais c'est juste pour. Je vous le conseille. Et j'ai envie de dire, si votre entreprise a un problème pour que vous vous absentiez alors que vous avez un entretien de sélection, il y a des questions à se poser quand même voilà, c'est votre avenir qui est en jeu, quoi. Donc, je pense que même le travail que vous n'auriez pas fait ce jour-là, vous pourriez presque le rattraper, je pense. Ok. Ok, très bien. Merci beaucoup. Il y avait une question de Cassandra qui a dit Après avoir obtenu un master en RH, donc général en M1 et spécialisé en M2, recommanderiez-vous de reprendre le M1? Ah, mais tiens. Alors, ça, on a eu une question, ouais, on a eu une question un peu similaire hier, donc c'est très bien. C'est la personne aurait obtenu éventuellement un M1, voire un M2 en RH. Et est-ce qu'on redémarre en M1 à Dauphine? Alors déjà, première question, avant ça, pourquoi refaire un master RH? Voilà, ça c'est la vraie question à se poser. Parce que nous, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on va apporter réellement à cet étudiant? Alors j'entends bien que pour certains, il y a le label Dauphine. Je ne vais pas dire le contraire, je comprends. Mais c'est vrai que... alors l'an dernier, c'était même aberrant. Enfin, aberrant, ouais. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui sortait d'un M2 qui est peut-être le plus concurrent, enfin, dans vos choix, je sais bien que c'est celui qui revient le plus souvent.
Je dis, mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait une déception ou autre, mais qu'est-ce que ça va apporter sur le CV? Elle a déjà un master qui est reconnu, même si elle n'a pas été peut-être satisfaite, ça c'est autre chose. Mais donc on lui a dit non, qu'on ne la prendrait pas dans ce cas. Donc après, vous pouvez argumenter, essayer de. Et si vous pensez que les cours de M1 peuvent réellement vous apporter, mais enfin, pourquoi pas? Enfin, en tout cas, vous pouvez candidater. Mais c'est vrai qu'on est un peu vigilant là-dessus. Je vais rien dire si c'est un M2 de droit, si c'est un M2 de psycho, bien sûr, c'est normal là. Mais un M2 de ressources humaines, pourquoi pas? Encore une fois, il y en a, mais voilà, il faut. Et il y a encore une question sur le mini-mémoire. Combien de pages? Alors, combien de pages le mini-mémoire? Je crois que c'est indiqué sur le document. Vous pouvez le télécharger tout de suite. Il n'y a pas de durée à partir du moment où vous l'avez téléchargé. Je sais que parfois ça se fait. C'est-à-dire que donc vous avez intérêt à récupérer le sujet par la bande et n'ouvrir que le plus tard possible pour vous donner le maximum de temps. Mais là, non. Donc, vous l'ouvrez, je crois que c'est 5 pages. C'est 5 pages. Pardon? Pour information, c'est 5 pages. Voilà, c'est 5 pages. Biblio, avec la biblio. N'oubliez pas votre bibliographie. C'est important parce qu'on est à l'université et que voilà, ce sont des choses importantes de sourcer toujours bien les références sur lesquelles on s'appuie. Si on s'appuie sur des références. Voilà. Et accepterez-vous quelqu'un qui est déjà en alternance? Ah, quels sont les masters concurrents? Je vois ça. Quels sont les masters concurrents? Aucun. Non, moi je dirais les masters concurrents et en même temps ils sont très différents. Donc pour moi, c'est pas des concurrents. Il y avait un master concurrent qui était celui de l'ESCP, mais qui était très différent parce que n'étant pas un apprentissage, parce que ESCP, donc avec des frais de scolarité très élevés et autres. Donc voilà, mais c'était celui qui avait le même positionnement. Sinon, les masters concurrents, ben, on va retrouver les masters classiques parisiens. Vous allez avoir Paris 1, Paris 2. Paris 1, il y en a deux. Et vous allez avoir. Alors, à une époque, il y avait le CELSA aussi. Et je vois qu'il y a moins de candidats qui nous le citent. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est grosso modo. Mais et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas les mêmes orientations pour les masters. Moi, quand je rencontre certaines entreprises, parfois elles me disent même que pour les offres d'apprentissage, ils n'envisagent pas le même profil. Enfin, pour eux, c'est pas les mêmes étudiants totalement. Donc, j'ai envie de vous dire, en gros, il y a un profil de master qui vous correspond ou pas. Moi, ça m'est arrivé une fois, à la rentrée, à la pré-rentrée, en mai, là, le jour du forum, de dire à une personne qui était admise, je lui demande ce qu'elle cherche, elle venait de droit, je lui demande ce qu'elle recherche, elle recherche toujours des choses en droit, je lui dis, je pense qu'on ne s'est pas compris. Je pense que les sélections au CIFOP et à Paris 1, le master, l'ancien master de Jean-Emmanuel Ray, tous les deux ont plutôt ce profil-là. Si tu viens ici, c'est sûrement pas pour avoir des missions juridiques. C'est pas pour ça qu'on t'a prise et autres. Donc, dans ce cas, tu vas au CIFOP et je pense que tu pourras être admise. Il n'y a aucun souci. Et tu seras mieux là. En tout cas, tu seras déçu si tu viens à Dauphine. Donc voilà. C'est plus à vous de bien réfléchir, savoir lequel vous correspond plus. Et vous de l'IPC, j'ai découvert aussi ce master. Quel positionnement, quelle spécificité? IPC, IPC. c'est quoi? Alors, j'aurais dit la Cato, c'est ça? C'est la Cato Paris? Non, de philosophie comparée. Je connais pas. Enfin, non, je ne connais pas le master. Donc, non, là, ils font un master en RH en alternance. Bon, mais je ne le connais pas. J'avoue que. Pour la deuxième année seulement. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Parce que théoriquement, un master, c'est 2 ans. Mais bon, pourquoi pas? Après, je ne maîtrise pas. Non, pardon, je prends la parole. C'est pas pour la Oui. deuxième année seulement, c'est-à-dire c'est la deuxième année Ah, d'accord. de lancement du master. Des nouveaux. Des D'habitude, nouveaux. il s'arrête à la licence et Voilà. là, il lance un master RH en alternance. Donc, vous ne connaissez pas en fait. Non, je ne connais pas. Puis de toute façon, enfin, moi, par habitude, je ne vais pas porter de jugement sur les formations. Enfin, Sans être dans un jugement, c'était pour dire les positionnements, les spécificités, alors, parce que chacun a sa voilà. couleur.
Ouais, et ça, je ne. Non, alors là, pour le coup, j'aurais vraiment du mal à le dire. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, moi, je voulais revenir peut-être sur un point, même si, mais euh, pour le M2, vous ne posez pas la question, est-ce que je candidate en initial ou en apprentissage? Vous êtes jugé de la même manière, il n'y a pas de place en initial, de place en apprentissage. Et c'est pas parce que vous avez candidaté en initial que si on vous recrute, on vous dira pas, mais non, mais vous pouvez basculer en apprentissage. Ah oui, mais moi, je pensais que mon dossier ne me permettrait pas. Non, à un moment, il faut franchir le cap. Donc ça, après, le choix de rester en initial, même si vous étiez recruté en apprentissage, et si d'ici la rentrée, vous nous dites, non, mais tout compte fait, je préférerais être en initial, on s'explique, et puis il n'y a pas de souci. Cette année, vous avez une camarade qui était avec vous d'ailleurs en césure, qui est inscrite en initiale parce qu'elle me l'avait dit dès le moment où elle est partie en césure. Elle m'a dit, mais quand je reviendrai, je pense que je serai plutôt en initiale. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas ça qui compte. En M1, en revanche, ça compte. Ça compte parce que. Et moi, j'ai envie de dire, pour le M1, pour moi, la meilleure des voies en soi, c'est la partie initiale. Euh, L'initial, alors, se fait pas forcément avec césure, mais quand même très souvent avec césure, parce que c'est l'occasion d'avoir un premier stage alterné en M1. Alors, au lieu d'un an d'apprentissage, vous avez 6 mois d'alternance. Vous avez 2 stages potentiellement en césure, plus un an d'apprentissage. Donc, ça vous fait des missions vraiment différentes pour le coup. Vous pouvez changer d'entreprise, tout ça, ça bouge. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'inconvénient, c'est que l'initial, il y a des frais de scolarité. Ça, je ne dis pas le contraire. Donc, sauf si vous êtes boursier. Enfin, vous regardez la grille aussi des frais parce que c'est pas forcément le maximum. Mais il y a des frais de scolarité. Ça, je suis d'accord. C'est peut-être l'inconvénient. Mais sinon, c'est ce qui vous laisse la possibilité aussi de partir à l'étranger entre le M1 et le M2. Voilà, de faire des trucs. Bon, et si vous hésitez, si vous ne savez pas encore très bien ce que vous avez envie de faire en RH ou autre, moi je vous dirais l'initial est très bien. Je ne peux pas vous dire que les étudiants en initial sont moins bons ou meilleurs. Moi, ce que je sais, c'est que les étudiants qui viennent de Dauphine, quand ils ont d'excellentes notes, souvent, ce sont des très bons élèves, et je leur dis fais initial, donne-toi le temps. Et puis voilà, prends ton année de césure aussi voilà, pour profiter. Donc, il y a de tout. C'est pas forcément les meilleurs vont aussi ici, les autres. Ils sont tous ensemble et voilà, il n'y a pas de souci. Il y avait une question, donc bon, voilà, jusqu'à quand candidater, ça c'est bon. Ah, alors ça, c'était dans le calendrier tout à l'heure, je pense que le 24 février. Ah, alors, Jusqu'au... excusez-moi, juste un conseil. Ne candidatez pas, enfin, ne bouclez pas votre dossier à la dernière minute. Essayez de le faire au moins la veille. Déjà, commencez, déposez vos documents au fur et à mesure. Faites-le au fur et à mesure, surtout. Le dernier jour, il y a un bouchon pas possible. Une année sur deux, le système plante. Donc, parfois, il redémarre 2 heures après, parfois, il redémarre que le lendemain. Ça stresse tout le monde. Donc, surtout, surtout, ne jouez pas à ça. Enfin, évitez. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous récupérez votre relevé de notes de L1. Allez, hop, je le dépose. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le relevé de notes de L2, L3 pour le mettre. Voilà. À ce sujet, j'avais une question parce que j'avais élaboré du coup la même stratégie que vous venez d'évoquer sur le fait de déposer les documents en amont. Et une fois que j'avais du coup déposé tous les relevés de notes, etc., j'ai bien fait enregistrer et en fait, en me reconnectant sur ma candidature, il n'y avait plus rien. Ah, Donc je sais pas trop, enfin j'ai bien vérifié, j'ai alors, bien mis l'enregistrement, il faudrait. Alors, etc. je J'ai suis passé, j'ai tout désolé. en tout bien évidemment, mais Je suis désolé parce que j'ai l'habitude de tutoyer les étudiants, donc je vais vous tutoyer même si on ne se connaît pas. pas de Mais il problème. faudrait que tu nous recontactes, que tu nous contactes. Tu contactes Monica Vialaré. Tu peux me mettre en copie si tu le souhaites, hein. Tu lui expliques Ok. et tu donnes ton numéro de candidat et on remontera ça à la cellule. Euh, Peut-être qu'il faudra tout refaire, mais là, je Ouais, sais ça me que. dérange pas, c'est pour Non, non, les mais autres c'est pas normal personnes. parce qu'il y en a plein qui ont déjà commencé à déposer, mais il y a 2, 3 pièces. Donc théoriquement, c'est pas le cas. Il y a pu y avoir un bug, mais c'est important qu'on le connaisse
Parce que je pourrais te dire refait, c'est pas normal, et puis ça devrait passer. C'est juste qu'il est possible que ton expérience ne soit pas isolée. Et dans ce cas, c'est important qu'on puisse la remonter aussi. Et c'est D'accord? Monica, son nom de famille? Monica Vialaré. Tout à l'heure, je vous ai. Alors, je vais vous le remettre. J'ai pas quitté. Non, j'ai pas quitté. Donc, vous allez la voir ici. Vous avez son mail ici. Monica Ok, merci Vialaré. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour. Je vous en prie. Ah, vous voyez, j'ai réussi. Là, il y avait des questions sur est-ce qu'il y a des quotas précis pour initial et alternance en M1? Les places sont-elles limitées? Et quel est le taux de réussite? Bon, le taux de réussite pour le M2, on a dit 100%. Hein. Alors, ouais, pour le non, le taux de réussite. Alors, pas totalement, mais c'est très rare. C'est très rare et on accompagne toujours nos étudiants quand ils sont en échec, parce qu'en général, les échecs, c'est un problème de santé. C'est souvent un problème de santé. C'est rarement un problème de niveau scolaire, parce que franchement, si à ce niveau-là, non, là, c'est pas possible. Il faut bosser, certes, mais vous êtes capable de bosser. Même ceux qui viennent d'écoles de commerce sont capables de bosser. Euh, non, c'est un peu le défaut qu'ils peuvent avoir parfois. Donc voilà, en M1, pareil, on essaie d'accompagner tout le monde. Il nous arrive parfois de proposer, en M1 ou en M2, de repousser d'un an, de dire, bon, ben, tu t'arrêtes, et puis tu reprendras, valide le maximum de choses là, hop, et puis ensuite tu reprendras. Voilà, il y a toutes les situations. On est une petite mention, donc un petit master. Donc, globalement, on vous suit. En tout cas, tous ceux qui ont des soucis, on les suit. Est-ce qu'il y a des quotas maintenant initial apprentissage? En gros, il y a dans les 25 places. C'est toujours pareil, je peux en prendre 30 en M1, mais si j'en prends 30, ça fera encore moins de places 1 ou 2 ans plus tard en M2. Voilà, pour des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, j'essaie d'avoir en gros 25 étudiants, pas plus. Et, et non, il n'y a pas de place, ça se répartit. Il pourrait y avoir 25 apprentis ou 25 initiaux, mais ça s'est jamais produit comme ça. Après, ça aussi, j'essaie d'avoir le moins de contraintes de ce type-là parce que j'estime que c'est pas sur ce critère-là que je dois vous sélectionner, vous forcer. Voilà, donc non, il n'y a pas de souci. Un point. Alors je le dis, mais bon, théoriquement, ça me concerne. Il n'y a peut-être pas d'étudiants dauphinois là présent. Donc s'il n'y a pas d'étudiants dauphinois, ça ne vous concerne pas. C'est juste que vous avez la possibilité de faire quand même plusieurs choix. Alors c'est vrai que quand on vient de l'extérieur, vous en faites rarement plusieurs parce que des masters proches du master RH à Dauphine, il n'y a pas grand-chose, franchement. Mais pour les dauphinois, il y a plus d'enjeux, notamment en M1. Et bien entendu, on sait que vous avez placé le master RH en choix 1, 2 ou 3. Ça, on le sait. On ne sait pas quels autres choix vous avez fait, mais on le sait. Moi, ça ne m'empêche pas de convoquer un entretien des gens qui auraient pu faire le choix de mettre le master RH en 3, mais 9 fois sur 10, lors de l'entretien, on se rend compte que la personne a mis 3, mais c'est un dauphinois qui doit absolument faire 3 choix, mais elle n'a pas envie de faire RH. Donc, elle a un bon dossier scolaire, donc j'ai aucune raison de lui dire non, mais à ce niveau-là, je lui dis, c'est pas ton projet, donc il vaut mieux s'arrêter là. Voilà. Il y avait autre chose? Non. S'il y avait un commentaire, c'est un critère homme-femme. Est-ce qu'il y a un critère homme-femme? Non. Et sinon, quand vous voyez la tête des promos, vous diriez que il y a un critère, il y a très majoritairement des filles, mais parce que les garçons postulent beaucoup moins en RH. Voilà, c'est comme ça. Et on a fait de la discrimination positive à une époque, où on forçait un petit peu pour prendre des garçons, et on a arrêté. Voilà. Donc on a les garçons qu'on a, voilà. Il n'y a pas beaucoup de candidats, donc à la fin, ils ne sont pas très nombreux non plus dans la promo. Je me permets une question orale sur, Oui. parce que peut-être mon écrit n'est pas très clair. Donc c'est une alternance ou en initiale et j'ai pas bien compris s'ils sont toujours à 25 en cours ou si le parcours finalement est différent pour ceux en initiale et ceux en alternance. Ah, alors non,
Alors, en fait, c'est jamais 25, c'est 25 en RH en M1, mais il y a la quinzaine de CAC, 15-20 CAC, donc ça fait en gros 45, et c'est une promo à 45 pendant le M1, toujours ensemble. Il doit y avoir pas loin des 2 tiers qui sont en apprentissage et un tiers qui est en initial, parce qu'en CAC, ils sont principalement en apprentissage. Donc, ça fait 45 étudiants qui sont en cours, tout le temps ensemble, sauf peut-être 2-3 cours où quand on dédouble, parfois ça va se faire soit sur initial apprentissage, soit sur CAC et RH, ça dépend, mais c'est très très rare. Et en M2, bah, ils sont tous ensemble, tous les RH ensemble. De toute façon, sur une promo, en général, ils sont soit tous en apprentissage, soit il y a une personne qui est en initial. Donc voilà. Non, non, on ne fait aucune différence. Et D'accord, mais même du moi, coup, en M1, je ne comprends pas bien la différence entre l'alternant et l'initial, puisque de toutes les façons, l'initial va aller en entreprise, pareil, 3 ben semaines oui. sur 4, Mhm. et l'alternant est en entreprise 3 semaines sur 4. Donc, en fait, les parcours sont exactement les mêmes. Oui, la différence, c'est que quand vous êtes en apprentissage, vous êtes payé toute l'année. Et vous D'accord. signez un contrat de 2 ans dans la même entreprise. Moi, je trouve que c'est moins bien que de signer, que de pouvoir changer. Avant qu'il y ait cette contrainte de contrat de 2 ans, c'est vrai que on avait des étudiants qui repostulaient pour entrer en M2 et ils ne signaient que des contrats d'1 an. Donc, on Ah oui, change. Voilà. d'accord. Même, on Je est, n'avais pas compris. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je vais faire un contrat d'1 an et comme ça, je changerai d'entreprise en deuxième année en étant en non. parcours alternant. D'accord. Normalement, non. Normalement, moi, c'est ça que je trouve malheureusement regrettable dans l'apprentissage en 2 ans. Je trouve ça dommage parce qu'en RH, souvent vous êtes recruté pour un poste, si vous êtes dans le recrutement, et ben, au départ, ils ont envie de vous avoir 2 ans. Mais faire 2 ans de recrutement, je trouve ça dommage. Alors nous, les entreprises commencent à le savoir, on les alerte, on demande aux étudiants d'en parler dès qu'ils postulent. Mais c'est clair que en mars, avril, je fais une demande à remonter au maître d'apprentissage pour dire quelles vont être les évolutions pour l'an prochain, pour bien rappeler qu'il faut que ça évolue. Mais voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, voilà, c'est l'inconvénient. En tout cas, vous acceptez une rupture de contrat si justement il n'y a pas d'évolution dans la fonction. Si jamais il n'y a pas, oui. Ouais. D'accord, merci bien. J'ai une question un peu personnelle par rapport à mon parcours académique. J'ai effectué une licence en management des organisations à Dauphine, Tunis, et suite à cela, un master en RH, mais axé manager des ressources humaines en école de commerce à Paris. Je souhaite postuler à présent pour ce master. Estimez-vous que je dois quand même postuler, sachant que j'ai déjà tenté à la suite de ma licence et je n'ai pas eu cette chance malheureusement? Alors, moi je dis toujours, de toute façon, c'est pas parce que vous n'êtes pas admis une année que vous ne serez pas admis deux ans plus. Parce que du coup, c'est la question de Zeynep pour qu'elle sache que vous lui répondez. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'entendent pas forcément. Mais il faut que je débranche ça surtout. Hop. Voilà, c'est la dernière question que vous voyez là. La question de Zeynep. Je suis désolé si j'ai mal prononcé. Donc, euh, vous pouvez avoir candidaté une fois et ne pas avoir été admis. Moi, j'ai des personnes qui ont candidaté 2 fois, 3 fois et qui ont été admises. Là, il est fort possible que cette année, en tout cas, si elle candidate, elle devrait être admise, mais ça serait sa 3e candidature, je pense. Mais voilà, à chaque fois, je lui dis pourquoi on ne la prenait pas, qu'est-ce qui posait problème, et si les choses ont évolué d'une année sur l'autre, votre dossier change, votre maturité évolue, donc il y a plein de choses qui font que ça peut bouger. Donc voilà. Je ne peux pas vous dire que non. Et je vais même vous dire, cette personne, l'an dernier, quand elle est passée son entretien, je lui dis, c'est bizarre, ton nom me dit quelque chose. Elle me dit, oui, parce que j'ai candidaté l'an dernier. Bon, j'avais pas été admise. Vous m'aviez dit ça. Voilà, elle avait fait certaines choses, mais elle n'a pas pu tout faire. Et je lui dis, bah, c'est ça qui pêche toujours aujourd'hui. Voilà, donc on est convenu que si elle le faisait, elle devrait être admise. Je ne sais pas si elle candidatera, mais
Une question de Manon qui lève la main. Oui, Manon, oui. Oui, moi c'était une question pour les filles, c'était plutôt au niveau de la vie étudiante et au niveau associative. Voilà, c'était pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, s'il y avait un BDE, si on a la possibilité d'être ambassadeur peut-être de la formation pour aller sur les forums étudiants, si, je ne sais pas, peut-être vous êtes avec la FAGE, l'ARES ou la FEV, je ne sais pas, c'était des questions pour pouvoir s'engager au niveau associatif. Faut couper. Alors, au niveau associatif, comme je disais, alors à Dauphine, il y a des associations qui sont généralistes, des BDE, des associations humanitaires, etc. Après, c'est beaucoup en licence plutôt que les gens sont dans ces associations-là. Bon, vous pouvez tenter, mais ce n'est pas très commun. Par contre, tous les masters, dont le nôtre, on a une association du master où là, on peut faire... c'est très libre. En fait, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc, Monsieur Campoy, il nous freine jamais. Et donc, moi, c'est vrai que je fais plutôt, je suis plutôt dans le pôle, on va dire, conférence avec des entreprises qu'on convoque, etc. Mais on a fait des bars intermasters, donc même avec le master du CIFOP, etc. On fait des événements entre nous, des soirées de Noël, etc. Donc, c'est vraiment très, très libre, cette association. Chaque année, on peut proposer des choses un peu différentes et c'est plutôt ça qu'on fait. Après, au sein de Dauphine, il y a aussi d'autres associations plus généralistes avec donc, des gens de toutes les années et de tout. Voilà, ça, c'est assez commun à Dauphine. Voilà. Après, c'est vrai qu'en alternance, étant 3 semaines en entreprise, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de s'engager dans ces associations-là parce que la plupart sont en licence, donc sont tous les jours à Dauphine. Mais ce n'est pas impossible et il y a quand même des choses qui sont possibles. Mais la plupart des associations étudiantes en master sont orientées pour la filière. Et en licence, c'est un peu plus généraliste. Voilà. Et très bien. Question sur si les partiels écrits du Master 2, est-ce qu'ils seront similaires au mini-mémoire ou différents? Donc, en fait, ça va vraiment... Il n'y a pas de passage écrit quasiment. Ça va... Oui, déjà, il y a peu de partiels écrits. On en a un. À faire en présentiel. Il y en a un une dissertation. Sinon, c'est des oraux. Sinon, la majorité des temps, c'est des projets de groupe, des projets donc soit oral ou dossier à rendre, et le mémoire écrit, où là, c'est un mémoire académique. Alors ça, c'est pour le M2. Hein. Pour le M2. Parce qu'on, par contre, en M1, là, au semestre 1, donc là, c'est avant les vacances de Noël, si je ne me trompe pas. Avant les vacances de Noël, là, il y a par contre des écrits, des partiels type, on va dire, plus classiques, comme à la fac, notamment en droit. Et donc là, ça va vraiment dépendre de la matière. En droit, nous, c'était des cas pratiques écrits. Mais de toute façon, le semestre qui est le plus intense en termes de cours académiques, c'est le premier semestre de M1. Parce que c'est le moment où on n'est pas 3 semaines en entreprise. Donc là, c'est voilà, il y a beaucoup de dossiers, c'est intense, il y a des partiels, etc. Une fois qu'on passe dans le temps entreprise, c'est un petit peu plus light. Par contre, en M1 aussi, il y a un mémoire comme en M2, mais qu'on peut faire à 2. Moi, je l'avais fait à 2, donc ça m'avait aidé, qui prend aussi du temps, mais qui se fait plus sur le deuxième semestre, une fois que le premier semestre est passé. Voilà. Et du coup, là, en M2, effectivement, il y a moins de partiels vraiment écrits. Après, le rythme est un peu différent parce que voilà, on est plus en entreprise, donc on n'est pas forcément moins chargé. Mais on n'est pas moins chargé. C'est pas une année à la cool. Mais par contre, on va dire, peut-être c'est un petit stress différent. On va dire, c'est moins académique comme en licence. Voilà, le M1, le premier semestre, est encore assez académique. Le M2, c'est plus dans l'articulation des temps. Voilà. Entre l'alternance, le fait qu'on ait quand même des oraux de temps en temps, des choses à faire pour les cours, et le mémoire qui prend du temps et qu'on doit faire tout seul. Je vais compléter. Alors, je vais compléter les 2 questions sur les associations. Juste, le master, à ma connaissance, participe à aucun forum par ailleurs. Je ne pense pas. Dauphine, de toute façon, fait très peu ce genre de choses. Donc,
Voilà. En revanche, c'est clair que parfois, on a des étudiants qui viennent et qui vont parler à cet endroit-là pour dire, mais vous pouvez, c'est possible de faire le master à Dauphine, que ça soit en M1 ou en M2. Voilà. Et pour ce qui est des examens ou autres, oui, c'est vrai que progressivement, on vous amène vers quelque chose qui est tout sauf le truc très scolaire. Et le plus, moi, ce qui me remonte, mais non, oui, voilà, ce que je voulais compléter, c'était plus sur les semaines de cours. Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans que je me rends même plus compte que c'est vrai. Et puis, je suis pas passé par la fac au départ, donc c'est vrai que nos étudiants n'ont jamais 3 cours dans la semaine. Ça, ils ont plus souvent 2 cours par jour, voire exceptionnellement 3, Léa. Mais ça peut arriver, oui. Mais on essaie d'éviter quand même. Mais et d'ailleurs, par le passé, on en mettait beaucoup plus, 3 dans la journée. Et c'est Monica, l'assistante de la formation, qui nous a bien fait comprendre que là, quand même, on réalisait pas que. Donc voilà, il fallait faire attention. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez souvent un peu moins de temps. Et puis les entreprises aussi vous sollicitent pas mal. Vous avez des missions qui sont assez costauds. Résultat, ben, vous sollicitent. Ouais. Il y a une question. Bonsoir, je suis actuellement en... Ah oui, en deuxième année de master avec une alternance de 2 ans dans la même entreprise. Je souhaite candidater au master 2 et poursuivre une 3e année d'alternance au sein de la même entreprise avec de nouvelles missions. Et est-ce que votre programme permet cette continuité? Euh, Est-il nécessaire de changer d'entreprise? Moi, ça m'embête toujours de. Moi, je vous dirais, par défaut, oui. Après, je vous conseillerais de changer. Après, mais il faudrait m'expliquer. Et là, c'est pas le lieu là, mais il faudrait expliquer pourquoi et me convaincre. Si je suis pas convaincu, je vous dirais non, il faut changer. Mais je veux pas poser un principe comme étant un principe absolu. Pour moi, les bons principes sont des principes auxquels parfois on peut déroger parce qu'il y a de bonnes raisons d'y déroger. J'ai pas la prétention d'avoir un principe absolu qui s'applique en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde. Il y a une Ah, les question lettres de par rapport recours. aux lettres de recommandation. Est-ce qu'elles sont déterminantes? Est-ce un plus? Est-ce qu'elles doivent venir d'enseignants ou de tuteurs d'enfants? Alors, je vous avoue que pour moi, c'est un plus. N'en faites pas quelque chose de capital. Si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. D'accord? C'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce que vous décrirez comme projet professionnel dans votre lettre de motivation. Enfin, c'est votre lettre de motivation qui m'intéresse plus. Après, une lettre de reco, c'est toujours bien, mais voilà. Il y a une question, on va peut-être répondre sur la césure. Ouais, sur la césure. Ah ben ça, c'est pour vous. Donc sur la césure, nous, on a trouvé que Monsieur Campo était assez comment dire, conciliant. Oui, on peut faire beaucoup de choses en césure. C'est toujours mieux de faire un stage en RH quand même dans un domaine différent. Parce qu'on se rend compte aussi, ce qui est important, c'est quand on arrive en M1, on ne connaît pas la RH et on se rend compte qu'il y a des champs extrêmement différents. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la formation, développement RH, relation sociale, rémunération, de la On n'entend mobilité pas du internationale, tout. On n'entend pas des bien. projets Pardon. diversité inclusion, un stage à l'étranger, c'est très large. Et donc en césure, ça vous permet vraiment d'explorer ça, un champ RH différent. Et ensuite, les années de césure, nous, elles sont c'est une mosaïque. Donc Clara, elle a fait une expérience dans l'armée. On a une copine qui a fait un backpack en Patagonie. On a un copain qui est parti en Irlande. Notamment, si vous ne parlez pas bien l'anglais, ça peut être l'occasion de partir à l'étranger et de consolider votre anglais une bonne fois pour toutes. Comme ça, c'est bon. Attends, ils n'entendent pas. Allez, Nous réentendez ou pas? Il y a un bug, il y a quelque chose qui tourne en boucle et du coup, je n'entends pas. Attends, je vais allumer de mon côté. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez entendu la réponse? Il y a un écho, Non, donc il y a un très écho. mal. Et ma question était plutôt administrative parce que vous parlez du fait que les conventions doivent toujours être signées par une structure française et je me demandais si c'était pareil en année de césure ou si ça peut être une entreprise Non.
Oui, enfin, ben, c'est pour toi, Clara, qui avait eu. Parce que Clara était partie faire son stage RH, mais en Suisse. Alors, c'est vrai, mais on y arrive. On y arrive, vous inquiétez pas, on y arrive. Ça fait partie. Heureusement, comme il y a une dizaine d'étudiants, 10-15 étudiants en césure, c'est pas beaucoup, une dizaine d'étudiants. Donc, on gère les cas particuliers. Et sur les 10 étudiants, tout le monde n'a pas un cas particulier compliqué. Donc, ça va. On suit pendant l'été. On avait réussi à faire quelque chose pour que Clara fasse un stage qui ne corresponde pas à une année de césure. Enfin, parce que ça correspond pas. Enfin, en Suisse, ils connaissent pas le système français, donc on va pas leur imposer notre système, mais ça passe. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je peux juste reprendre. Oui. Alors, tu veux que je coupe, c'est ça? Ok, je coupe. Et du coup, juste pour revenir, si les missions en année de césure doivent elles aussi être validées, faut quand même à chaque fois prévenir Monsieur Campois de notre projet. Donc là, quand on parlait par exemple de notre amie qui est partie faire du backpack en Amérique du Sud, etc., elle avait aussi fait dans le début de sa césure un stage en RH. Donc il faut quand même, je veux dire, voilà, faut quand même faire valider à chaque fois nos projets. En fait, comment dire, souvent c'est la plupart du temps accepté parce qu'aussi nos idées de nos projets sont cohérents avec ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et c'est conventionné. Moi, j'ai fait un stage à Montréal et c'était conventionné par Dauphine. Donc ça, c'est bien parce que les entreprises, déjà, ça les rassure parce que c'est assez compliqué de trouver un stage à l'étranger. Mais quand vous dites j'ai une convention, ça aide beaucoup à faire des expériences. Par contre, du coup, quand on veut partir à l'étranger, il faut quand même s'y prendre à l'avance parce que au niveau administratif, c'est quand même ça peut être un peu la bataille. En France et là-bas. En France et à l'étranger. Donc, c'est quand même, voilà, faut bien prendre en amont. Enfin, c'est vrai que nous, du coup, moi, dès le M1, à peu près à cette période, c'est là où dès que j'ai su que j'avais été prise au stage, bah, c'est là que enfin, voilà, faut prendre. Mais en tout cas, c'est très pratique d'être conventionné. Enfin, ça aide. Alors, je vais répondre. Alors, je vais compléter. Pourquoi est-ce que je demande à valider tout ça? Alors, c'est pas pour vous contrôler tout le temps, c'est aussi pour forcer les étudiants à réfléchir, à pas se laisser au gré, à pas choisir un truc parce qu'il y a l'opportunité, mais à réfléchir le plus tôt possible, un petit peu, euh, comment ils construisent leur parcours, même si, bien entendu, ce qui fait que les initiaux M1, quand ils me demandent de valider leur stage de M1, je leur demande de me dire, mais qu'est-ce que tu souhaiterais faire après? Bien entendu, je ne vérifierai pas si c'est ça qu'ils font après, mais c'est pour qu'ils commencent à se projeter aussi petit à petit, ce qui fait qu'après, bah, ils prennent un peu cette habitude-là. Enfin, voilà, c'est plus pour ça. Voilà. Bon, ensuite, est-ce que certains ont réussi à partir aux USA? Alors, à ma connaissance, il y en a qui partent aux USA. Alors, moi, pas de votre pour moi, pas de votre année. Il y en a aussi qui vont faire des VIE. Alors, depuis 2 ans, il y a énormément de VIE. Ouais, non, c'est sûr. On peut en faire qu'une fois dans VIE. Donc, Oui, mais moi, j'ai jamais eu autant de VIE, alors que la RH n'est pas théoriquement l'endroit où il y a le plus d'offres. Mais voilà, non, je ne vois pas en quoi les USA poseraient problème. L'immigration, c'est toujours Oui, compliqué. c'est compliqué, mais voilà. Oui, ah oui, non, mais ça, oui, voilà, c'est ça. Mais après, peut-être que les étudiants qui étaient partis aux États-Unis avaient soit une double nationalité, je ne sais pas, parce que moi, dans les étudiants, il y a de tout, donc voilà. Ouais, les séjours, c'est prêt là. Ok, bah, je vois pas d'autres questions, à part Stress Julia peut passer le Master 2 RH en 3e vœu. Mais nos premiers vœux sont pour d'autres Master RH. C'est quelqu'un qui demande si c'est préjudiciable de mettre le M2 en 3e vœu venant de Dauphine. Bah, je vous ai dit, moi, si le dossier vaut le coup, il y a pas, je regarderai. Après, je m'interrogerai. Voilà, mais après, il n'y a pas de. Non, moi, ça ne me dérange pas. Et puis après, c'est vous qui faites votre choix. Nous, on fait le choix. On vous choisit. C'est aussi à vous de choisir aussi. Vous avez votre liberté. Et ce droit-là ne doit pas vous être préjudiciable. Ce n'est pas parce que vous exercez ce droit-là que moi, je devrais vous sanctionner.
et vous dire, bah non, je ne prends pas parce qu'il ne va pas venir ou autre. Moi, je vous dis, bah, on aimerait bien que vous veniez. Après, si vous préférez aller ailleurs, vous allez ailleurs. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous... Ah, il y a une question sur... Ah, pourquoi vos entreprises, vous avez répondu. Pourquoi vos entreprises, c'était quoi? Les étudiants de Dauphine, Ah, en gros. oui, moi, je Moi, pense j'ai que... dit que c'était la réputation Ouais, et du master. et du master. Ouais, non, non, mais c'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai, c'est que je peux vous dire, quand on fait des visites, quand on discute avec des entreprises, alors, ils vont pas, je ne vais pas dire que c'est le seul master, hein. Encore une fois, il y en a d'autres. Mais clairement, certains nous disent, ah oui, on avait pris des dauphinois, là, on n'en a pas pris. Et puis, bah, on voit la différence. Et cette année, on veut revenir au forum, on veut. Bon, voilà. Mais c'est pas tout. On a cité des masters tout à l'heure qui sont pareils, quoi. Sauf que ce pas les mêmes colorations. Globalement, les étudiants de Dauphine ont la réputation d'être, moi je vais dire, assez très réactifs, autonomes et bosseurs. Globalement, c'est ça. Euh, c'est nous, c'est la sélection, parce que nous, on les prend qu'à la fin, hein, donc c'est aussi comment ils ont été formés avant, hein. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est uniquement mon cours, sûrement très académique pour Léa. Bah, il est académique. Ben oui, puisqu'il est fait par un universitaire, forcément, qui a fait cela. Voilà. Euh, moi, ce que je peux vous dire, sinon, n'hésitez surtout pas à contacter les étudiants. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter aussi sur certains éléments, mais il y a des éléments où eux pourront vous répondre. Peut-être qu'ils vous renverront vers moi sur des questions ouais, où ils se disent, peut-être que... Mais voilà, surtout faites-le. On peut juste reprendre le... Ouais. Ah oui, tu veux... Ouais. Hop, déjà, je coupe là. Oui, du coup, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn ou effectivement via peut-être du coup le message avec l'assaut de Dauphine, non? Oui, mais c'est sur LinkedIn principalement. Donc, sur la page de l'association Dauphine Ressources Humaines, mais il y a un lien à la fin de la présentation, il me semble. On a mis un Excel avec tous les gens qui se sont portés volontaires pour éventuellement voilà, être contactés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, nous, Clara et moi, on peut très bien répondre à vos questions ou vous réorienter si... c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait initiale et je suis à Dauphine depuis le début. Donc, des fois, il y a des questions de personnes de l'extérieur. Je ne peux pas forcément répondre, mais j'oriente vers quelqu'un dans la classe. Enfin, on est très ouvert à vous parler et voilà, à vous expliquer plus longuement si vous avez des questions. Comment ça se passe s'il y a des questions plus particulières. Par contre, sur le processus de sélection, ça, c'est plus M. Grandpoix qui peut répondre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des profils variés dans la promo. Il y a tout. On n'est pas des clones, quoi. Donc, Non, c'est non. bien. Enfin, moi, j'apprécie. Voilà. C'est bon? On vous laisse couper. Bon, Merci beaucoup. Il n'y a Merci plus de beaucoup questions. pour votre temps. Ouais. Bon, écoutez, je vais essayer de faire en sorte que l'enregistrement subsiste. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours nous contacter, les étudiants ou moi, en fonction du type de question. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour vos candidatures, pour votre réflexion et autres. Au revoir.